Confisqués, conversation sur la saisie et la réutilisation des biens mal acquis en Europe. Bonjour et bienvenue dans Confisqués, le podcast du projet de recherche européen en matière judiciaire sur les biens mal acquis et le blanchiment, RINS. Dans cette série, nous donnerons la parole à des professionnels de la lutte contre la criminalité organisée en Europe. Comment lutter efficacement et durablement contre les mafias et le crime organisé ? Comment toucher les criminels au portefeuille en asséchant leur capacité de fonctionnement ? Comment réduire durablement la violence qu'ils génèrent ? Nous essaierons de répondre à ces questions par le biais notamment de l'harmonisation des pratiques policières et judiciaires en Europe, car le crime, lui, n'a pas de frontières. Dans ce troisième épisode, nous allons vous parler de l'harmonisation des mesures de confiscation en Europe. Comme nous vous l'annoncions dans l'épisode précédent, les saisies provisoires et confiscations définitives d'avoirs et biens criminels ont drastiquement augmenté ces dernières années en France. Les saisies ont même triplé en volume financier ces 5 dernières années pour atteindre 1,5 milliard d'euros l'an dernier. Les juges Falcone et Borsellino, assassinés en 1992, proposaient de suivre l'argent pour démanteler non seulement les organisations criminelles, mais aussi leurs complices à tous les niveaux. Cette pratique demande du temps et des efforts considérables que peu d'États ont été en mesure de mettre en œuvre en dehors de l'Italie. Ainsi, si la confiscation est vivement encouragée par l'Europe, il ne s'agit pas d'une mesure obligatoire. Autant dire que face à la complexité des mesures et au manque de moyens des différents systèmes judiciaires, la confiscation est parfois perçue comme une chimère par les magistrats. Pourtant, la confiscation des patrimoines des criminels, qu'ils soient le fruit ou l'objet de l'infraction, sera bientôt obligatoire et non plus facultative pour les juges français. Les ratios entre saisie et confiscation sont aujourd'hui de l'ordre d'un tiers en France, c'est-à-dire qu'1 euro saisi sur 3 est définitivement confisqué. C'est encore trop peu, mais le caractère obligatoire de la confiscation poussera sûrement les magistrats à confisquer davantage, au risque d'être taxés de laxisme contre le crime organisé et de devoir justifier leur refus d'application de la peine. C'est en tout cas l'avis de Jérôme Mondoloni, avocat honoraire en Corse et membre du collectif Massimo Susini, du nom de ce militant écologiste assassiné pour avoir dénoncé les agissements mafieux sur l'île de Beauté. Notre spécialiste Fabrice Rizzoli l'a rencontré pour nous. Bonjour monsieur Mondoloni, Jérôme Maître Mondoloni, car vous êtes avocat honoraire, spécialiste des questions de criminalité d'une manière générale, et surtout, vous êtes aussi cofondateur, animateur d'un collectif anti-mafia en Corse qui s'appelle le collectif Massimo Susini. Et si on a voulu vous donner la parole aujourd'hui dans le cadre de ce projet RINS, ce projet de recherche européen sur la confiscation, c'est parce qu'après avoir fait de nombreux focus group avec des magistrats, des enquêteurs qui nous ont donné de très grandes informations pour plus tard faire des formations, nous avons aussi voulu donner la parole à la société civile, aux citoyens qui s'intéressent à ces questions et qui subissent le poids du crime organisé, de la grande criminalité. Alors nous avons eu quand même aussi une universitaire brillante qui nous a accompagnés dans les focus group, mais vous avez la démarche militante, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous comptons vous interviewer. Alors, tout d'abord, la confiscation en France est récente par rapport à d'autres pays, mais enfin malgré tout, ça fait déjà 10-13 ans qu'il y a une agence qui permet de faire de la confiscation de manière quand même plus importante qu'avant. Il y a un avant et après cette agence de confiscation. En gros, on nous dit que depuis 10-11 ans que l'agence Agrasc, agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, a permis la confiscation définitive d'environ 1 milliard d'avoirs sur 12-13 ans, et qu'elle a pu redonner le fruit de cette vente, le fruit de ce milliard, 900 millions, à l'État. Donc c'est quand même un beau chiffre, il faut quand même le dire. Mais pour comprendre comment on fait pour confisquer 950 millions en une dizaine d'années, c'est-à-dire c'est quoi la confiscation en France ? Comment ça fonctionne ? Quelles sont les infractions ? Comme ça, au débeauté, comment ça marche la confiscation en France ? Bonjour Monsieur Rizzoli. En France, la confiscation, ça marche d'une manière un peu bancale dans la mesure où jusqu'à il y a peu, la confiscation des avoirs criminels, même en cas de condamnation pénale, n'était pas obligatoire. C'était une mesure complémentaire, facultative. Et en France, il n'y avait pas de culture de la confiscation.
La loi Warsmann de juillet 2010 a introduit le principe de la confiscation, mais c'était une mesure, encore une fois, complémentaire et facultative. Ce qui était paradoxal dans la mesure où tout le monde reconnaissait qu'il fallait faire de la confiscation l'axe central, le pivot, la pierre d'angle de la lutte contre la criminalité organisée, car ce que craignent le plus ces gens-là, c'est que l'on saisisse leurs avoirs. Donc on était dans une situation paradoxale, on avait un arsenal judiciaire qui était très élaboré, très complexe, mais qui péchait par le fait que la confiscation n'était pas obligatoire, même en cas de condamnation pénale. D'où le militantisme de notre collectif et d'autres pour obtenir cette confiscation obligatoire. Alors, on va y venir, mais quand vous dites que c'est ce qui marche, vous rappelez souvent que nos gangsters, nos amis les gangsters ou fraudeurs, font systématiquement appel des décisions de confiscation, et pas forcément des décisions visant à les condamner à des peines de prison. C'est ce que vous avez remarqué ? Mais c'est un fait qui est démontré, que tout le monde constate, c'est indiscutable. Ce que craignent le plus les groupes criminels organisés ou les groupes mafieux, comme on voudra, c'est qu'effectivement le fruit de leur, travail entre guillemets, le fruit de leur raquette, de leur pouvoir d'intimidation, de leur prise de contrôle de l'économie légale, tout à coup s'évapore parce qu'un magistrat aura enfin décidé, suite à leur condamnation pénale, de confisquer la totalité des avoirs criminels, produits directs ou indirects de leurs infractions. C'est ça qu'ils craignent le plus, c'est évident. Ce qu'ils cherchent à avoir, c'est à la fois un pouvoir d'intimidation et la conséquence de ce pouvoir d'intimidation, une puissance financière qui leur permet de rentrer dans l'économie légale et d'asseoir leur pouvoir. Si on leur supprime ça, ils perdent tout pouvoir. Ils deviennent des pantins. Très bien. Alors ça, c'est vraiment pour le crime organisé qui utilise la violence, qui conditionne les populations. Mais il y a toute une série de confiscations en France aussi qui concernent la fraude, l'évasion fiscale, une forme de corruption économique. Bon là, ils n'utilisent pas forcément la violence, mais on a quand même eu pas mal de confiscations ces derniers temps. Par exemple, les Balkany, etc. Vous en connaissez un peu des exemples ? Les Balkany, oui, bien sûr, c'est un exemple emblématique dans la mesure où ça mettait en cause des hommes politiques. En Corse, on a vu un homme politique condamné parce qu'il avait fait financer sa villa par une société, etc. Mais ça, c'est un point important. Il ne faut pas négliger cet aspect de la lutte contre les cols blancs qui, sous prétexte qu'ils sont élus, ont tous les droits. Mais pour nous, le danger essentiel n'est pas vraiment là. Quitte à paraître un peu rabat-joie, pour nous, le danger essentiel, c'est dans la puissance qui est de plus en plus exponentielle de la criminalité organisée en France et en particulier aussi en Corse, parce que désormais, on a affaire à des réseaux qui ont des puissances, des réserves en capital criminel et financier énormes, comme cela n'a jamais existé. Et à partir de là, on peut constater que peu à peu, notamment en Corse, l'économie légale est pénétrée, que les hommes politiques sont de plus en plus approchés et que là se joue un combat décisif pour que la démocratie demeure quand même un état de droit et non pas un état du plus fort. Alors ça a l'air particulièrement vrai en Corse, vous insistez là-dessus. Donc les gangsters font systématiquement des recours contre les décisions de confiscation de leurs biens. Mais lors des focus group, par exemple, les magistrats nous ont dit, particulièrement en Corse, ils font systématiquement appel des décisions, utilisant énormément les avocats. Ils parlent d'embolisation du système judiciaire. C'est comme s'ils voulaient vraiment que la justice, en particulier en Corse, soit complètement étouffée par les recours. Bien, c'est tout à fait exact, et ils le font d'autant plus que les moyens humains à la disposition de la justice en Corse, que ce soit pour rechercher les trafiquants de drogue ou pour juger les affaires, sont pour le moins insuffisants, ce que tout le monde constate. Alors, lorsque nous avons participé aux ateliers sur les dérives mafieuses, on a constaté qu'effectivement les confrères qui ont pour clientèle souvent en Corse des groupes mafieux ou des groupes criminels étaient vent debout contre toute évolution de la politique pénale débouchant sur une confiscation obligatoire, par exemple. Mais il est vrai qu'en saturant de procédures d'appel les mesures de confiscation et compte tenu de la faiblesse des moyens humains, on peut toujours espérer qu'un greffier, qu'un magistrat ait commis une nullité, et souvent ça arrive. En Corse, par exemple, on a vu le cas, alors ça ne concerne pas la criminalité organisée, mais le directeur d'une chambre d'agriculture qui avait 500 et quelques, qui était poursuivi pour 500 et quelques mille euros de détournement
d'aide de la politique agricole commune. Et à la fin, le juge des libertés, pourtant saisi dans les temps par le procureur, a oublié de rendre ses ordonnances avant la clôture de l'instruction. Donc toute la procédure a été annulée et ces avocats, on peut dire de manière triomphale, notre client a été blanchi, si on peut dire. Bien sûr. Alors on voit la grande difficulté finalement de lutter contre ces infractions économiques, qui certes laissent des traces, mais qui demandent énormément de moyens de la part de la police judiciaire et de la magistrature pour enquêter, faire la preuve. Donc finalement, on comprend que quand on lutte contre ces gangsters, le problème c'est le blanchiment. C'est-à-dire que, oui, si on prend quelqu'un en flagrant délit de drogue, oui, on va confisquer la drogue. Les gens pensent à ça. Mais oui, c'est normal. La drogue, ça se confisque tout de suite. L'arme du crime, si on la trouve, on la confisque tout de suite. Voire même, ce que tu as dit tout à l'heure, vous avez dit l'instrument du crime. Donc évidemment, si on coupe de la drogue dans une villa, la villa sert à couper la drogue, donc on la confisque. Mais ce qui devient difficile, c'est de confisquer la villa que le trafiquant aura achetée en ayant vendu sa drogue, parce que le magistrat va devoir prouver que le trafiquant a bien acheté avec cet argent, avec l'argent de la drogue. Donc ça, c'est très très compliqué. C'est en ça qu'il y a une difficulté en France de confisquer les biens du crime organisé, le produit du crime, non ? Mais il y a une possibilité, c'est la confiscation en valeur, même si les biens ne sont pas en lien direct avec l'infraction. Dès l'instant que le magistrat peut évaluer le produit du crime, il peut saisir ce qui correspond en valeur au produit du crime et donc saisir la fameuse villa dont vous parlez. Donc la confiscation en valeur est de plus en plus pratiquée et c'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose. C'est un instrument efficace qui est prévu dans 131-21 du Code pénal. C'est vraiment un instrument très efficace aujourd'hui. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de définir ce qu'on appelle... Alors attendez, Jérôme, je vous arrête parce que c'est passionnant ce que vous dites. Dans le cadre de nos recherches de Focus Group, les magistrats ont confirmé qu'aujourd'hui, 50% de la confiscation en France était la confiscation dite par équivalence, ou ils préfèrent l'appeler la confiscation en valeur. Alors je le redis pour nos auditeurs, hein, imaginez qu'un trafiquant de drogue vende de la drogue, il a gagné 500 000 euros. Avec ces 500 000 euros, il achète une villa. Très bien. Le problème, c'est que pour X raisons, les 500 000 euros sont passés par le Liechtenstein. Ils ont déjà été blanchis dans une boîte de nuit. Le magistrat, lui, face au manque de moyens et la difficulté de travailler à l'international, ne va pas prouver stricto sensu que l'argent de la drogue a payé la villa. Mais, comme il y a une enquête qui montre qu'il gagne sa vie avec de la drogue, on va pouvoir estimer ce qu'il a gagné avec la drogue et confisquer en équivalence dans son patrimoine. Exactement. Pour 500 000 euros de ses biens. Et donc, par exemple, une villa qui vaut 500 000 euros. Exactement. Donc, c'est vrai, vous avez raison, ça marche, ça nous a été confirmé. Mais la difficulté, cela étant ça marche, mais la difficulté en France, c'est que la loi sur les saisies spéciales, qui est un énorme progrès, hein, c'est incontestable, la loi sur les saisies spéciales décourage souvent par sa complexité les magistrats. C'est pour ça qu'ils sautaient sur le fait ils s'emparaient du fait que la confiscation n'était pas obligatoire pour oublier de confisquer ou ne confisquer ce qui était le plus simple et le plus évident, l'argent sur le compte bancaire. Mais donc il n'y avait pas jusqu'à présent en France ce souci de faire l'évaluation du patrimoine infractionnel, comme on dit, c'est-à-dire on cherchait à prouver la culpabilité de la personne, mais moins à chercher son patrimoine. Or aujourd'hui, grâce aux nouveaux amendements qui sont passés, l'officier de police judiciaire devra normalement avoir une fiche qui lui fera penser à remplir tout ce qui concerne le patrimoine infractionnel, ce qu'a acquis ou ce dont dispose le prévenu. Et à partir de là, on va changer les réflexes dans la magistrature. C'est un point important, ça aussi. On va y venir, et du coup, en chiffres, ce que vous dites est très intéressant. On a dit, on a confisqué 1 milliard d'avoirs, on l'a vendu, mais enfin finalement à l'échelle d'une douzaine d'années, c'est pas énorme. On a dit la confiscation par équivalence fonctionne, mais on voit bien que c'est déjà un détournement de la confiscation stricto sensu qui est difficile à appliquer. Et donc on a un chiffre. En France, 32,1% de l'ensemble des biens saisis sont confisqués définitivement. C'est un chiffre qui, de l'aveu de tous, est assez faible. L'ensemble des gens qui pensent à ça voudraient monter, enfin des magistrats voudraient monter à 40-50%, mais on ne va pas y arriver du jour au lendemain.
Donc, très clairement, la pratique aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, avec les difficultés, finalement, on confisque beaucoup dans les infractions patrimoine aujourd'hui, économiques, donc dites d'évasion fiscale, voire de blanchiment au sens très très large, pas le blanchiment du crime organisé. Le blanchiment comme l'infraction du seul fait de se servir d'un bien qui est issu du trafic, donc une voiture qu'on utilise, dont on ne sait pas justifier la ressource. Mais je fais court. Mais finalement, dans les infractions les plus graves qui nous concernent beaucoup, notamment dans le projet RINS, il y a l'association de malfaiteurs, les assassinats, et y compris le trafic de drogue. Finalement, on ne confisque pas assez en France, et c'est pour ça, avec les difficultés qu'on connaît, le blanchiment par l'immobilier, le blanchiment à l'international, c'est pour ça qu'avec votre collectif et une autre association, vous avez défendu récemment, mais vraiment par une démarche proactive, des amendements d'une loi qui vient d'être votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, et où vous, par exemple, vous allez nous en parler, avez fait voter la confiscation obligatoire. Alors, pouvez-vous revenir sur pourquoi c'est très important que cette confiscation soit obligatoire en France? Eh bien, cette confiscation, pour l'instant, donc, était facultative. C'était la peine de confiscation était une peine complémentaire. Comme je l'ai dit en introduction, comment lutter contre la criminalité organisée et ce qui justifie leur existence et ce qui motive les groupes de malfaiteurs, si ce n'est la constitution d'un capital criminel et pour pénétrer l'économie légale. Or, jusqu'à présent, cette confiscation n'était que facultative. Donc, un proxénète pouvait être condamné pour proxénétisme, mais l'immeuble dans lequel il faisait exercer cette magnifique profession pouvait ne pas être confisqué parce que le magistrat n'avait pas envie de faire une enquête patrimoniale toujours complexe et qui pose parfois des problèmes pour l'application du critère de proportionnalité, de personnalité, etc., etc. Donc les magistrats, confrontés à la difficulté de la mise en œuvre de la loi sur les saisies spéciales, oubliaient souvent de confisquer, en plus, ce n'était pas du tout dans leur culture. En rendant la confiscation des avoirs criminels produits directs ou indirects de l'infraction, les magistrats, sauf motivation contraire, ne pourront plus esquiver et oublier de confisquer. C'est aussi bête que ça. Et à partir de là, nous pensons qu'il va y avoir un effet démultiplicateur sur les confiscations, parce que là, l'officier de police judiciaire sait désormais que lorsqu'il enquête, non seulement il est là pour prouver, apporter les preuves de la culpabilité, mais il est là aussi pour déterminer le patrimoine infractionnel sur lequel le juge va se fonder, et le juge des libertés va se fonder pour valider les ordonnances de saisie ou de confiscation. Donc cette confiscation obligatoire est vraiment la pierre d'angle. C'est la pierre d'angle de toute politique contre la criminalité organisée. Tant qu'elle était facultative, ce n'était, encore une fois, c'est un pléonasme, qu'une mesure accessoire, complémentaire, facultative. Et avec ça, on n'avançait pas beaucoup. Oui. Vous êtes très humble et donc je voudrais quand même revenir sur la genèse du travail qui a été accompli. Certes, c'est une première lecture à l'Assemblée nationale au mois de novembre. On va attendre le Sénat au mois de mars. Mais en réalité, d'abord, il s'agit d'une proposition de loi d'un député qui voulait faire passer une réforme importante en matière de confiscation, mais en gros, il n'y avait que 1 ou 2 articles dans sa proposition de loi. Et c'est bien la société civile, de par l'association CRIMAL qui, depuis longtemps, propose qu'on confisque plus en France, mais le collectif Maxime Suzini, d'abord par un travail de fond, comme vous le montrez ici par toutes les réflexions et l'expertise dont vous faites preuve, mais aussi par le fait d'aller chercher les bons interlocuteurs, donc en l'occurrence 2 députés, en particulier le député Colombani, afin d'introduire des amendements qui n'étaient pas prévus dans la proposition de loi initiale. Et c'est là que vous avez proposé toute une série d'amendements. Donc je voudrais dire quand même, c'est important de montrer qu'en France, c'est même la société civile qui se mobilise pour améliorer ces confiscations. Mais oui, excusez-moi de vous couper, mon cher Fabrice, mais ce qui est important, c'est aussi que cette initiative soit partie de Corse. La Corse est toujours montrée du doigt. Et là, le fait que des représentants de la société civile, un collectif anti-maf, prenant des contacts multiples avec les députés d'origine corse, Colombani, Aquavive, etc., Marcangeli, arrivent à proposer et à se mettre d'accord sur des amendements qui eux-mêmes vont être repris en partie par le député Warsmann dans sa propre proposition de loi qui, à l'origine, il est vrai, n'avait prévu qu'une mesure emblématique, c'était que la décision de confiscation valait titre d'expulsion, mais ça n'allait guère plus loin. Là, le député Warsmann a accepté que la confiscation soit inscrite dans sa proposition de loi. Ça a été voté à l'unanimité.
qu'une telle loi votée à l'unanimité ait pour origine, alors on va respecter les droits d'auteur. L'association Crimalt, qui dès le départ nous a attiré notre attention sur le problème fondamental de la confiscation obligatoire. C'est-à-dire que c'est là que la confiscation était l'enjeu des batailles. La confiscation obligatoire est un des enjeux de la bataille contre le crime organisé. À partir de là, nous, on a bien noté ce qui nous avait été conseillé, on a travaillé à fond là-dessus, on a rencontré les députés, on s'est mis d'accord sur des textes, et au final, c'est passé. Et c'est quand même, ça prouve d'abord qu'on peut faire bouger les choses, et que la société civile ne peut pas rester en retrait par rapport à ce qui se passe au niveau de la criminalité organisée. Et notons bien sûr que si la société civile s'est bougée, ces lois, qui ne sont qu'une proposition de loi, hein, donc ça ne vient pas du gouvernement, ce n'est pas un projet de loi, ont été votés à l'unanimité avec un soutien indéfectible sur ces amendements de la part du gouvernement, par la voix du garde des Sceaux, et donc de tous les partis politiques. Il faut quand même le dire, c'est important dans le cadre d'un projet de recherche où on cherche à comprendre comment les lois peuvent être modifiées. Excusez-moi, mais il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, lorsqu'on est monté au créneau, lorsque le collectif est monté au créneau au départ, et en rappelant ce que Chemin Crimalt défendait depuis des années, on nous avait dit ce que vous proposez est liberticide, c'est une atteinte à la présomption d'innocence, on rentre dans une législation d'exception, enfin, et en plus ce qu'on demandait existait, paraît-il, déjà dans le droit pénal. Donc on a eu une série de critiques, un barrage de la part d'avocats, même de magistrats en Corse, et d'un procureur général qui nous ont dit que l'arsenal judiciaire est suffisant. Ne touchons à rien, vraiment ne touchons à rien. Là, on a réussi, franchement, grâce à la coopération Crimalt, collectif Massim Souzine, députés, et avec l'écoute du garde des Sceaux, à faire bouger les lignes sur un point fondamental. Ce n'est pas rien, comme a dit Warsman, c'est une petite révolution. Elle est belle, cette révolution. Et puisque nous sommes financés par l'Europe dans le cadre de ce projet de recherche, je voudrais dire quand même l'importance qu'ont eu les projets Erasmus+, de formation continue des adultes, financés par l'agence Erasmus+, en France, par la Commission européenne, où depuis 2019, Crimalt emmène un public français se former sur l'anti-mafia sociale en Italie, en particulier la confiscation, et le collectif Maxime Souzini, ses membres et d'autres membres du collectif sont venus régulièrement en Italie voir comment ça se passe. Et je crois que là, on peut saluer, si vous voulez, la chaîne virtueuse des financements européens qui ont permis aux gens de se former et d'arriver devant des propositions concrètes pour le pouvoir politique pour modifier la confiscation. Juste, on répète deux choses. La confiscation obligatoire va permettre qu'à la fois, dès le début de l'enquête, tous les enquêteurs s'obligent à faire de l'enquête patrimoniale, ce qu'ils veulent bien faire. C'est juste qu'en dépit des problèmes de moyens, ils vont être obligés. Et deuxièmement, je voudrais quand même dire une chose que j'ai notée dans nos recherches, c'est que parfois, ces pauvres OPJ, officiers de police judiciaire, qui passent des heures à faire des enquêtes patrimoniales, parfois même à la place des magistrats, c'est-à-dire que les magistrats sont débordés, donc ils font quand même l'ordonnance, et au moment de juger la personne au siège, le magistrat du siège, il arrivait que le magistrat du siège ne prononçait pas la confiscation sans aucune motivation. Et c'est ça qui va changer, vous allez nous dire pourquoi. C'est quoi cette motivation ? Là, ce qui va changer, c'est que le magistrat donc pouvait oublier de confisquer et il n'avait pas à motiver son oubli. Désormais, dans le texte de loi, il est bien dit que la confiscation est obligatoire, sauf prise en compte de la personnalité, du critère de proportionnalité, c'est-à-dire que, en fait, c'est une reprise de la jurisprudence. Si le magistrat ne veut pas confisquer, il devra motiver. C'est le renversement, là. Total. C'est le magistrat qui va devoir motiver pourquoi il ne veut pas confisquer. Et ça, c'est fondamental aussi. C'est fondamental. Rappelons que c'est très important quand même parce que nous sommes dans un projet de confiscation, donc c'est une mesure répressive. Et il faut aussi que tout ça soit dans un arbitrage du respect des libertés publiques. Exact. Le magistrat sera obligé de confisquer, sauf s'il ne le veut pas, il faudra qu'il motive. Et très clairement, comme vous dites, vous parlez de jurisprudence, il n'est pas question de confisquer l'ensemble d'un patrimoine d'une famille ou de quelqu'un qui aurait été condamné, mais non, si ça ne correspond pas à la valeur du produit de l'infraction. Si d'autres biens ont été acquis légalement par héritage, par un travail honnête, l'État de droit ne doit pas se transformer en État confiscatoire. Donc on entend très bien ces garanties.
Oui, parce que le principe de proportionnalité est un principe fondamental qui montre que la jurisprudence a dégagé des principes qui permettent de préserver les droits de la personne. Cela étant, lorsqu'il arrive parfois que le patrimoine d'un prévenu soit en totalité le produit de l'infraction. Et dans ce cas-là, lorsque le patrimoine est le produit direct en totalité de l'infraction, le principe de proportionnalité ne s'applique pas puisque, bon, tout ce que possède la personne est le fruit direct du crime. Donc, il y a des cas comme ça. Mais en général, c'est mélangé. Et donc, suite à des QPC on a introduit la possibilité pour le tiers de bonne foi, dans la loi, de participer à l'instruction. Des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité, oui, allez-y. Voilà. On a permis au tiers de bonne foi de faire valoir ses droits en étant informé que le bien dont il est en partie propriétaire avait fait l'objet d'une saisie, et donc là, à ce moment-là, le propriétaire de bonne foi, ou l'épouse malheureuse du criminel, qui dit « mais moi, la villa, elle m'appartient en moitié aussi, je n'y suis pour rien si mon mari traficotait de la drogue ». Tout à fait. Dans ce cas-là, donc, ils sont invités à faire valoir leurs droits au cours de la procédure. C'est une innovation, mais qui est aussi importante, parce que ça nous permet d'éviter ces critiques, vous portez atteinte d'une manière très grave au droit de propriété privée, etc. Alors, on va profiter encore de votre expertise un tout petit instant. Il existe une autre confiscation, à part la confiscation par équivalence, la confiscation élargie. Il existe une confiscation sur non-justification de ressources. Vous avez voulu qu'elle soit aussi obligatoire, mais là, par contre, le législateur a refusé. Alors, si vous pouvez être pédagogique, c'est pas facile, mais expliquez-nous pourquoi vous voulez qu'elle soit obligatoire. Alors, c'est l'article 321-6 du Code pénal français qui prévoit qu'une personne qui est en relation avec des personnes qui ont commis des crimes, etc., entraînant des peines supérieures à 5 ans, et qui ne peut pas justifier de quelle manière légitime, légale, elle a acquis ses biens, cette personne peut se voir ses biens confisqués. Peut. Donc, la personne peut être condamnée, c'est ça le paradoxe et l'absurdité de la loi française. Elle va être condamnée parce qu'elle ne peut pas justifier l'origine des biens, mais les biens en question ne sont pas obligatoirement confisqués. Alors, on avait fait passer un amendement pour dire, mais allons jusqu'au bout de la logique. Si la personne peut être condamnée sur la base de 321-6 parce qu'elle ne peut pas justifier l'origine des biens en question, allons jusqu'au bout, confisquons de manière obligatoire les biens en question. Et ça n'existe pas pour l'instant dans le Code pénal français, ce qui fait que cette mesure, qui est une mesure de bon sens, est très peu appliquée, ce que déplorait d'ailleurs le député Warsmann dans son rapport de novembre 2019. Et là, pour un petit problème de rédaction mal reprise, notre amendement a été mal recopié, c'est pas passé, mais on ne désespère pas de le faire passer la prochaine fois. Parfait. Alors, on voudrait finir sur quelque chose d'encore plus société civile comme ça, même si vous n'êtes pas un expert. Vous le savez, depuis 2021, il y a aussi une loi en France qui est arrivée on dit usage social des biens confisqués, qui nous est directement inspiré du modèle italien. Oui. Ce n'est pas une obligation dans les directives européennes, ce n'est qu'une recommandation à l'intérieur des directives. Mais soyons quand même cocorico un petit peu. La France est un des premiers pays en Europe à avoir essayé de copier la loi italienne. Elle est plus restrictive, mais je ferai simple. Est-ce que votre collectif a, depuis 2019, depuis qu'il existe, soutenu l'association Crimalt, mais aussi Libéra France, pour que cette loi existe? En tant que militant associatif, en quoi c'est important que demain, un bien qui est confisqué ne soit pas systématiquement vendu, mais qu'il puisse être attribué à une association, une fondation, qu'il revienne directement à la société civile? Eh bien, imaginez si en Corse, par exemple, des membres de la société civile, des associations, recevaient en gestion des patrimoines immobiliers ayant appartenu à des criminels qui ont assassiné en Corse, qui ont racketté en Corse, qui ont imposé la loi du silence en Corse. Vous imaginez l'exemple pour la société civile, l'impact si des associations ont le courage de demander ces biens pour les gérer pour le compte pour l'objet, ce qui correspond à l'objet social de ces associations. Ce serait un exemple génial, mais vraiment un énorme message à la société civile. Et si demain les collectivités territoriales peuvent aussi gérer ces biens,
Imaginez si la collectivité de Corse recevrait en gestion des biens confisqués. Vous imaginez aussi l'exemple, parce que ce sont des élus là, pratiquement la majorité des élus de Corse, les plus importants. Imaginez là aussi l'exemple, l'impact, pour dire voilà, les équipes, les 4 grosses équipes qui sévissent en Corse, ne gagnent pas toujours. Et elles gagnent même de moins en moins, parce que leurs biens, regardez, ils vous sont rendus. Ils ne les ont plus, c'est pour vous maintenant. Et là, ça changerait énormément de choses dans la vision de ces crapules. Alors merci beaucoup Maître Mondoloni, l'exemple est très flagrant. Il n'y a aujourd'hui que 5 biens entre guillemets réutilisés, directement mis à disposition des citoyens. Mais enfin, il y a de très beaux projets comme cette maison confisquée à Marchand de Sommeil qui va accueillir une fondation qui fera sortir les gens de la rue. Vous avez en Guadeloupe un bien qui a été saisi, un escroc, où aujourd'hui on y met les maris violents, on les éloigne et on laisse les mamans et les femmes à la maison, chez elles. Un bien a été saisi, un trafiquant de cocaïne à Marseille. Aujourd'hui, il abrite 2 associations qui viennent en aide aux victimes. Oui. Et alors, bravo pour avoir parlé de la Corse, car oui. Le premier bien confisqué qui va peut-être être mis à disposition en Corse est aujourd'hui sur un site internet. On demande aux associations de candidater. On pourrait avoir un très très bel exemple. Ça serait effectivement très important pour les Corses qui subissent vraiment la violence de manière très très forte par rapport à d'autres territoires, que enfin on monte comme on le fait en Italie, que le bien puisse revenir directement aux citoyens. Peut-être voulez-vous rajouter quelque chose et puis après nous pourrons laisser nos auditeurs. Eh bien, rajouter quelque chose. Je dirais que jamais nous n'oublierons les premiers contacts avec Crimalt. Sans Crimalt, on aurait perdu énormément de temps. Et grâce à Crimalt, on a tout de suite vu les chemins qu'il fallait emprunter, la voie droite qu'il fallait suivre. Et on est sorti un peu de la forêt obscure, comme dirait Dante, pour marcher dans la voie droite en faisant des demandes très concrètes et pour lutter contre la criminalité organisée en se fondant essentiellement sur le renforcement de la loi pour le bien commun, c'est tout. Et on n'oubliera jamais ces premiers contacts. Ce contact-là a été fondamental dans notre lutte. Merci beaucoup donc Maître Mondoloni et à tout le collectif Maxime Susini pour votre participation à la fois donc pour faire changer la loi, mais aussi la participation à ce projet RINS, projet européen de recherche sur la confiscation. Nous espérons grandement que tous les amendements que vous avez déposés seront votés au Sénat, que vous ferez encore améliorer la loi afin que triomphe la confiscation comparée à le triomphe de l'argent du crime que nous constatons parfois en Europe. Merci beaucoup et au revoir à tous, chers auditeurs. Vous avez écouté le podcast Confisqué, conversation sur la saisie et la réutilisation des biens mal acquis en Europe. Un projet cofinancé par le département Justice de la Commission européenne visant à promouvoir la reconnaissance mutuelle des confiscations dans les pays de l'Union. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter les autres épisodes du podcast et à consulter nos rapports de recherche sur rins-project.eu et sur la page web de Crimalt. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.